5, 4, 3, 2. Mathias Otunga-Souledjou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'accorder un peu de votre temps à l'entrevue sur matrikov.com. Et avec vous, on va décrypter en quelques minutes l'actualité politique et même économique, c'est selon du moment. À votre service. Alors la première question, c'est celle de savoir comment se porte Mathias Otunga à l'heure actuelle. Comme un chômeur de luxe qui se porte très bien. Je m'apprête d'ailleurs à aller dans ma plantation. C'est vous qui êtes allé ici. Alors, nous sommes en plein dans la transition. Quel regard faites-vous? Comment, d'après vous, comment est-ce qu'elle est gérée cette transition? Est-ce que ça aussi, d'ailleurs, le modèle de gestion? Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'arrête plus sur la sémantique. Le constat est là. Un groupe de compatriotes a mis fin à un certain nombre de dérapages et a annoncé une transition de 2 ans qui va vers la fin. Force est de constater que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la fin de la transition. Et je pense que l'essentiel est fait. Une constitution a été votée, un code électoral a été voté, un calendrier électoral a été publié. Et bien, nous n'avons pas d'autre choix que nous y conformer. Alors, M. Otunga, l'actualité de l'heure, c'est également la situation que traverse actuellement Alain-Claude Béligouzé. Dernièrement, il est encore dans l'arrière-pays, notamment dans la province de Guadeloupe. Il a, comme qui dirait, été jeté à la vindicte populaire. Quels commentaires vous en faites? Sachant qu'aujourd'hui c'est Alain-Claude, demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Bon, alors il faut distinguer la personne de M. Alain-Claude Béligouzé de l'événement ou de la situation juridique d'un homme politique qui, avec son équipe, est en train de faire une tournée politique. Je ne parlerai pas trop d'Alain-Claude parce que je n'ai pas à faire sa publicité et je ne suis pas militant de son groupe. Donc, je ne vois pas l'intérêt de parler de la personne. Par contre, les incidents que nous avons subis ces derniers jours sur les réseaux sociaux, je les trouve regrettables et je les trouve en déphasage avec la situation du moment. La situation du moment, c'est laquelle? Je veux dire 92% des Gabonais ont applaudi le coup de la libération. J'en fais partie. Et nous tous avons pensé que ce coup nous permettrait de restaurer une situation meilleure à tout point de vue. Et nous tous on l'a pris. Et nous sommes pratiquement à 1 ou 2 mois de la fin de la transition. Ça veut dire que nous sommes sur le point de passer du régime ancien dont on a décrié des façons de faire à un futur régime dans lequel nous souhaitons ne plus revivre les affres du passé. Et force est de constater que ce qui s'est passé ces derniers temps avec cette équipe dont vous parlez, c'est comme des situations du passé. Et d'ailleurs, j'étais effaré de lire des gens dire, ben oui, mais lui il a fait ça à son époque, il y a eu ci, à son époque, il y a eu ça. Faire la comparaison et accepter qu'en 2025, on barre encore les routes, on bloque encore les opinions, on bloque encore les expressions, c'est n'avoir rien compris du coup de la libération. Parce que le coup de la libération, comme je l'entends, est venu mettre un terme à ces anti-valeurs que nous avons tous condamnées. Mais qui n'a rien compris finalement, M. Otunga? Pardon? Qui n'a rien compris? Les acteurs politiques qui instrumentalisent ces jeunes, la jeunesse elle-même? Vous savez, à ce niveau-là, c'est un jugement de valeur. Je ne sais pas si les jeunes sont instrumentalisés. Donc estime que le sont. Je ne sais pas si dans la foule il n'y avait que des jeunes. Je constate qu'il y a des citoyens qui, au mépris des règles de démocratie, ont bloqué le passage à d'autres citoyens qui ne venaient pas faire la guerre, qui venaient donner leur façon de voir la gestion politique du pays. On ne peut ne pas la partager, leur façon de voir. Et c'est ça l'essence même de la démocratie. Chacun doit avoir son point de vue. Et chacun doit pouvoir librement exprimer son point de vue. Le reste,
se fait à la cuisine. La cuisine, c'est où? C'est dans l'isoloir. Vous venez m'exposer votre point de vue. Je vous écoute religieusement. Et quand je me retrouve dans l'isoloir, j'en fais mon profit ou j'en fais mon commerce. Mais je ne peux pas vous dire, sortez de chez moi. Et puis j'ai entendu dire, je vous interdis de mettre pied à Minzik. Ici, Minzik, c'est chez moi. Ça là, ça ne veut rien dire. Parce qu'à partir du moment où vous et moi, nous sommes détenteurs de la carte nationale d'identité gabonaise, ça veut dire que vous et moi sommes de Minzik, vous et moi sommes d'Ayanabo, vous et moi sommes de Nzenzele, vous et moi sommes de Mekambo, vous et moi sommes du Gabon partout où nous sommes. Donc on ne peut pas dire à un Gabonais, ne mets pas pied chez moi, c'est pas chez toi. Ça c'est déjà vraiment dangereux, je crois. Mathias Otunga Osibanjo, la question que je m'avais posée, c'est celle de savoir comment vous vous sentez de Kindé, si vous êtes en touche. Vous l'avez vous-même dit, pour reprendre vos expressions, vous êtes désormais un chômeur de luxe. À côté de ça, quel est le regard des autres vis-à-vis de vous depuis le 30 août dernier? Moi, d'abord, je ne me sens pas à touche. Parce que vous savez, les 5 doigts de la main, ils n'ont pas la même fonction, mais ils sont éminemment interdépendants. Chacun d'entre nous, comme citoyen, peut apporter à la patrie là où il est. Et moi, j'essaie d'apporter maintenant la patrie là où je suis. Je fais un peu d'agriculture, je fais beaucoup d'autres choses, je fais beaucoup de politique. Je me porte bien. Je n'aime pas regarder le regard des autres. C'est aux autres de me dire ce qu'ils pensent de moi. Mais je ne me balade pas en me disant mais comment est-ce qu'on va me regarder, parce que je ne me reproche rien. Et je ne me souviens pas avoir posé un acte qui ferait que une partie de la nation gabonaise me regarde plus. Alors vous l'avez dit, vous faites beaucoup de politique. On sait d'ailleurs que vous êtes président fondateur de la formation politique. Alors à l'heure actuelle, quelles sont les activités au sein de ce parti? Bon, ce parti est parmi les derniers nés de la nation. Vous le savez, il s'appelle REGAR. En abréviation, ça veut dire Rassemblement des veilles gabonais pour l'action, la restauration et le développement. Nous sommes aujourd'hui à peu près 13 000 adhérents. Nous continuons. Nous ne faisons pas de bruit, vous voyez. On ne voit pas sur les plateaux télé, on ne voit pas à l'intérieur du pays, on ne voit pas. Qu'est-ce qui explique ça? C'est un choix ou bien ce sont des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Chacun d'entre nous a sa méthode. Nous n'avons jamais été partisans du bruit. Nous sommes partisans de l'action. Est-il possible de faire de la politique sans faire du bruit, sans être vu? Non, mais je veux dire, quand on dit faire du bruit, c'est que ça devient un bruit nuisible. Parce que la vie, c'est le bruit. La parole, c'est le bruit. Donc on ne peut pas. Le silence est synonyme de mort. Donc nous, on fait du bruit, on fait un bruit utile. On n'a pas besoin de faire des raffus de publicité. En fait, nous nous sommes dit, nous lançons un parti. Laissons un peu les Gabonais digérer l'offre et regardons le retour des Gabonais. Et nous sommes assez satisfaits que sans publicité, nous ayons déjà un nombre de 13 000 adhérents. Nous allons à un moment donné commencer à faire la publicité, mais elle commencera graduellement. Alors, qu'est-ce que les Gabonais recherchent si j'analyse un peu l'engouement qu'il y a autour de notre parti? Les Gabonais recherchent davantage d'équité. Parce que nous, quand nous avons lancé notre parti, nous l'avons lancé sur une idée forte, ramener au sein des citoyens gabonais la véritable égalité de chance. L'égalité de chance, ce n'est pas l'égalité de la répartition, c'est l'équité dans la répartition. Vous savez, dans ce pays, les premières décennies de l'indépendance ont été telles que les gens se formaient, les gens se soignaient, les gens travaillaient sans trop grande différence ni de conditions sociales, ni de conditions géographiques. Et au bout d'un moment, on a l'impression que, comme je le disais trivialement, s'installent 2 Gabons qui se regardent en chien de faïence. Il y a le Gabon que je qualifie d'en haut,
Vous voyez, chez moi ici, c'est chez un Gabonais d'en haut. Vous avez la clé, vous avez chaud. Vous avez au portail là-bas un gardien. Vous avez... En fait, ici, on vit comme vivrait un Gabonais en réalité, parce que nous sommes quand même parmi les 5 pays les plus riches d'Afrique. Donc, comme je suis un rêveur, je rêve en disant que normalement, le Gabonais moyen devrait habiter ce genre de maison. Et ce Gabonais d'en haut aujourd'hui, il habite ici le bas de Guégué, il habite le haut de Guégué, il habite la Sablière, il habite Batterie 4, il habite Glace, il habite... voilà. Mais dans ce Gabon-là, dans nos quartiers ici, on a très peu de problèmes d'adduction d'eau. En dehors des difficultés de la SCG, tu peux quand même avoir l'eau chez toi. Tu peux venir garer ton véhicule chez toi. Manger 3 fois par jour. Manger 3 fois par jour, c'est important. Scolariser plus ou moins correctement ton enfant. Soigner plus ou moins correctement ta famille. Il y a très peu de chômage dans les familles. Ça, c'est le Gabon d'en haut. Ce n'est pas le paradis, mais on vit comme on vit dans un pays qui est un pays pétrolier, un émirat. Et puis, il y a le Gabon d'en bas. Alors là, il y a vraiment le Gabon d'en bas. Il y a beaucoup plus de personnes d'ailleurs. Ce Gabon, il héberge tout le monde. Il est à Québec, il a Vénévois, il a Tibétos, il a Véa, il a Saméton, ainsi de suite. Et là-bas, vous avez le problème de route. Si le monsieur ou la dame réussit à acheter un véhicule, le gare à 2 km de sa maison. Là-bas, vous avez un problème d'eau, problème d'électricité. Les écoles sont bondées. Les centres médicaux de proximité, c'est des mouroirs. Le chômage est endémique. Vraiment là-bas, on se croirait dans le pays le plus pauvre d'Afrique. Je ne parle pas des moustiques, des autres. Et là-bas, les jeunes ne sentent pas de perspective. Donc, ils se réfugient dans ce qu'on appelle les paradis artificiels, la drogue, l'alcool, et tous les autres comportements déviants, le braquage et tout ça. Et vous noterez qu'au Gabon d'en haut, on a des grosses barrières qu'on a érigées contre l'invasion des Gabonais d'en bas. Alors, si nous continuons comme ça, et madame, ça se passe au vu aussi de chacun d'entre nous, hein, vous et moi, les dirigeants, les groupes, mais si on continue comme ça, on va avoir une fracture qui sera béante. Et donc, nous, à regard, notre rêve, c'est de relier les deux Gabons. Comment faire? Vous n'avez pas un tableau, j'ai envie de dire, assez sombre, injuste, des questions de ramener les inégalités. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau de regard, et ramener un petit peu l'équilibre autour de Trois petites choses. Lesquelles? Vraiment petites. Première chose, puisqu'on parle d'égalité, il faut que nous ayons tous la même égale, la même chance de survie, de la naissance jusqu'à... Donc, une santé publique performante et accessible à tous. Parce que, par le passé, dans nos villages, il y avait des dispensaires dotés de médicaments. Dans nos villages. Donc, il faut ramener des dispensaires de proximité avec des médicaments. L'État ne fera pas faillite si, dans le Gabon d'en bas, on met dans les différents quartiers des dispensaires dotés de médicaments essentiels. Au moins, là-bas, les enfants auront les mêmes chances de survie qu'ici. Parce que nous, ici, on peut amener nos enfants dans une clinique. Vous voyez? Donc, si les gens veulent amener une égalité de chances de survie, hôpital public, vous êtes d'accord avec moi? Alors, comment faire pour que les enfants puissent avoir la même chance d'accès au marché du travail? École publique. Il faut que là-bas aussi, on ait des écoles où il y a à peine 20 élèves par classe, où le matériel didactique est disponible, et faire en sorte que ces enfants-là puissent avoir les mêmes chances de réussite que les enfants d'ici. Troisièmement, la décentralisation. Je suis content parce que, à force d'en parler, je vois que ça commence à prendre corps. La décentralisation, c'est quoi? C'est une manière de gérer l'État de telle sorte que
le service public. Parce que le rôle de l'État, c'est de fournir le service public et le bien public aux populations. Et par la décentralisation, l'État amène ce service public au plus près des populations. Ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, je lisais dans un journal, excusez-moi la digression, on se chicane là sur les sièges des députés, on dit que Libreville comporte plus de population. Mais pourquoi il n'y a plus de population à Libreville? Parce que les Nzebi, les Kota, les Pounou, les Sambo et tous les autres, ils quittent leur pays pour fuir la misère. Et ils courent vers le modernisme à Libreville. Parce que Libreville, ce n'est pas seulement les miennes et les femmes de l'estuaire. Donc, par la décentralisation, on va arrêter ce système-là. Au lieu, par exemple, que le jeune cadre qui est affecté à Boumi refuse d'aller à Boumi parce qu'il ne peut pas scolariser son enfant là-bas. Si on amène la décentralisation, même via le téléenseignement, tu peux être à Boumi et suivre des cours de l'université ici. Ouais. Tu peux être à Boumi et être consulté par télémédecine par un professeur agrégé de médecine ici. Tu ne peux plus quitter Bakumba pour venir chercher ton bulletin de salaire à Libreville. Tu ne peux plus quitter Makoko pour aller percevoir ton salaire à Oyem. Vous voyez, la décentralisation va amener les services à la population. Et le deuxième avantage de la décentralisation, c'est que pour l'instant, l'économie du pays, elle fonctionne à peu près à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville, à Mouila avec Olam, aujourd'hui un peu à Oyem. Bon, on commence à parler de Belinga vers Makoko. Le reste du pays, madame, c'est des points d'inertie qui sont accrochés à ces quelques locomotives. Alors que partout dans le pays, mais vous voyez par exemple, Mimongo n'a pas de route. Mais Mimongo, c'est un scandale, il y a plein de diamants, il y a plein d'or. Voilà, c'est un paradoxe. Donc, la décentralisation va faire aussi que la route aille vers Mimongo, que les industries puissent s'installer à Mimongo, parce qu'il y aura le téléphone, il y aura le courant, il y aura les services publics qui sont des services qui facilitent l'installation de l'activité économique. Et de la sorte, excusez-moi d'être un peu, la richesse du pays sera peut-être multipliée par je ne sais pas combien. Parce que ce ne sera plus les quelques points que je vous ai cités là qui participeront à la production du pays, ce sera pratiquement l'ensemble du pays. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'avec une école publique performante et disponible, qui accueille tout le monde, avec une santé publique performante et accessible à tout le monde, avec une décentralisation qui irrigue les services publics sur l'étendue du territoire, on aura au moins rétabli pas l'égalité mais l'équité. Alors, juste rappeler aux internautes que nous sommes en compagnie de M. Mathias Otunga, qui est un acteur politique gabonais. Alors, M. Otunga, vous n'avez pas un tableau de la situation du Gabon, c'est réel, c'est triste d'ailleurs. Ensuite, vous avez fait des propositions par rapport au projet de société du regard, qui est votre formation politique. Mais j'ai envie de poser une question. Comment expliquer, du moins j'estime que vous êtes la personne habilitée à nous apporter quelques éléments de réponse. Vous faites un brillant exposé, mais qu'est-ce qui se passe une fois nos affaires? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On sait ce qu'il en est, on a toutes les ressources. Où est-ce que le problème, où est-ce que le bas blesse en fait? Quand vous êtes appelé quelque part, vous intégrez un système. Et le système, il a sa mécanique propre. Sa mécanique propre. C'est comme vous conduisez de temps en temps. Parfois vous freinez et vous sentez que le frein ne tient pas, le véhicule avance toujours. L'énergie cinétique, il y a déjà ça. Ensuite, il y a que quand vous intégrez un groupe, ça dépend aussi de la position que vous occupez dans le groupe. Vous pouvez être dans la position de leader, les gens qui tirent. Mais si vous n'êtes pas dans la position de leader, vous êtes dans la position de ceux qui sont tirés, vous influencez difficilement. Donc vous étiez dans la position de ceux qui étaient tirés à l'époque? Mais je vais vous expliquer. Vous voyez, j'ai mis quand même un bon temps comme directeur de cabinet du président de la République. Je pense que beaucoup d'années d'ailleurs. J'ai passé 1 an comme ministre de la Défense
Je n'ai fait que 9 mois comme ministre du budget. C'est soit que je n'étais pas à la hauteur, soit que les idées que je voulais promouvoir ne plaisaient pas aux décideurs. En tout cas, je n'ai fait que 9 mois. Je n'ai fait que 6 mois au ministère des Sports et du Tourisme. C'est soit que j'étais incompétent, soit que les idées que je voulais promouvoir n'ont pas plu. Mais en tout cas, je n'ai fait que 6 mois. J'ai fait beaucoup de temps la décentralisation. Mais j'ai comme le sentiment que les gens ne comprenaient pas c'était quoi la décentralisation. Et je me suis même demandé pourquoi avait-il créé ce ministère. Parce que quand je quitte ce ministère, toute la réforme est quasiment bouclée, mais bloquée. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Est-ce que j'avais ces idées à ce moment? Je dirais oui, parce que vous voyez, ceux qui me suivent se rendront compte que j'ai commencé à parler des Gabonais d'en bas en 2005. En 2005, j'avais même une association qui s'appelait les Gabonais d'en bas. Et j'ai expliqué que moi-même, j'étais pas en bas, mais que nous, la classe moyenne, on doit servir de trait d'union entre les deux Gabons pour que le Gabon ne se déchire pas en deux. Bon, je n'étais pas écouté en ce moment. Peut-être que le fruit n'était pas mûr. Vous savez aussi, un fruit qui tombe non mûr, on ne le mange pas. Alors, vous parlez de 13 000 adhérents au sein de votre formation politique. Est-ce à dire que vous êtes prêt à participer aux échéances à venir? Vous parlez de tour présidentiel, législatif, local? Bon, là aussi, j'indique aux gens que oui, au sein de l'État, il y a des cadres qui pourraient très bien se lever et dire je suis candidat comme les autres à la présidence de la République. Nous avons beaucoup de cadres qui ont le profil de l'emploi. Mais on ne postule pas un emploi parce que c'est simplement le profil. Il faut en plus du profil en avoir l'envie. Et je ne sais pas si au sein de l'égard, il y aura un candidat qui aura envie d'être candidat à la présidence de la République. Toujours est-il que le parti nous le dira, parce que le parti va ouvrir une réflexion là-dessus. Cela dit, depuis la création de notre parti, nous avions déclaré que nous soutenions le CTI. Pour l'instant, on est en transition et nous continuons de soutenir le CTI. Donc, ce qui ne serait pas étonnant, vous fassiez un appel à la candidature après Spectre Oliguingema au niveau du regard? Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. J'ai dit que c'est l'une des options. J'ai dit que ce n'est plus à M. Otunga de décider, c'est au parti de décider. J'ai dit que nous avons des profils capables de postuler, mais le parti n'a pas encore pris la décision. Le parti prendra certainement la décision, soit de présenter un candidat, soit de soutenir un des candidats en liste. Vous parlez du président Bissoligue. Moi, je ne suis pas encore au courant de ce qu'il est candidat. Il y a des appels à candidature, je ne parle pas de sa candidature. J'ai un terme depuis le cours de la libération que je ne partage pas, mais que je vais utiliser comme les autres, c'est le kunabélisme. Parce que je pense que le kunabélisme, en réalité, c'est le summum de la fidélité. Ce n'est pas un terme péjoratif. Mais moi, j'appellerais ça plutôt le folklore politique. Parce que on avait par le passé des grandes associations appelées à la candidature et puis après, dans leur zone d'influence, le candidat fait un résultat mitigé. Donc nous ne sommes pas chantres des appels à la candidature. Mais nous, une fois que nous allons soutenir un candidat, nous montrerons par notre vote que nous soutenons ce candidat. Et point n'est besoin d'appel à la candidature. Il faut seulement exprimer le soutien lorsque celui que vous voulez voir là s'exprime. Le 12 avril, c'est réaliste pour vous, l'organisation des élections présidentielles à cette date? Alors là aussi, vous voyez, il y a des débats qui n'ont pas de raison d'être. Pour faire une élection, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un dispositif juridique, prendre des textes, lois, décrets, arrêtés et consorts. Et ça, ce dispositif, c'est le gouvernement qui le prend. On a besoin de réunir des conditions matérielles, les finances, le matériel nécessaire, les véhicules nécessaires. Et pour ça, là, c'est le gouvernement qui y pourvoit. Alors, le gouvernement qui est responsable de la prise de textes, est responsable de la mise à disposition des moyens,
Le gouvernement nous dit que les élections auront lieu le 12 avril. Alors, nous basons sur quoi pour mettre en doute? Ceux qui prennent les textes, ils ont déjà pris tous les textes. Ceux qui réunissent les moyens, ils savent où prendre les moyens. Ils disent que c'est le 12 avril. Mais moi, si je vais vous dire que c'est faux, ce serait sur quelle base? Chez nous, à Nobamba, on dit que quand le tétard sort de l'eau, je viens vous dire que le tubercule de manioc que vous avez trempé là, il est prêt à être moulu. Comment vous pouvez douter? C'est lui le tétard qui vit avec le tubercule là-bas. Ceux qui prennent les dispositions se sont organisés pour qu'on ait des élections le 12 avril. Et nous, on conteste sur quelle base? Hein, madame? Moi, je crois que leur date, s'ils la maintiennent, c'est que ce sera la bonne date. Merci, monsieur Tunga Osebenjo. Nous sommes arrivés au terme de notre entrevue, à moins que vous ayez autre chose à ajouter pour nos internautes. Non, rien à ajouter. Je voudrais simplement dire que vraiment, et c'est du fond du cœur, le coup de la libération, là, moi je pense que c'est une occasion que Dieu a mise à la disposition du peuple gabonais pour régler des situations qui étaient en total dérapage. Et je prie chaque soir pour que cette transition débouche sur un Gabon meilleur. Je ne regarde pas d'abord les hommes, mais je regarde d'abord la patrie. Et donc, je souhaiterais que chacun d'entre nous, parce que, alors, j'entends dire, oui, mais il est venu restaurer les bananes. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas par décret qu'on restaure les bananes. Si nous avons conscience de ce que ça, avant le coup d'État, on le faisait, c'était mal, il faut que chacun d'entre nous se dise qu'après le coup d'État, je ne ferai plus ça. Après la période de transition, je vais renoncer à telle ou telle pratique. C'est comme ça que chacun d'entre nous va s'améliorer. Et si chacun d'entre nous s'améliore, le pays sera lui-même amélioré. Et puis le reste, maintenant qui vient par décret, ceux qui dirigent le pays vont prendre des décrets. Donc, nous devons, nous tous Gabonais, chacun faire son examen de conscience. Se dire que moi, en tant qu'individu, ou alors moi, en tant que leader d'un groupe, avec mon groupe ou tout seul, voici là où nous avons fauté par le passé. Et puisque nous sommes dans une période, vous avez entendu parler du purgatoire. Bon, moi je peux schématiser que, puisque de l'entendement de beaucoup, avant le coup d'État c'était l'enfer. De l'entendement de beaucoup, je ne partage pas trop, mais il y a eu beaucoup de mauvaises choses. De l'entendement de beaucoup, après le coup d'État, ce sera le paradis. Je le souhaite vivement. Donc, pour l'instant, nous sommes au purgatoire. Alors, dans le purgatoire, essayons de nous expurger de nos péchés. Au moins, on va passer, n'attendons pas que ça soit, il a appelé même le président de il a appelé Josué, quelque chose comme ça. N'attendons pas que ce soit Josué seul qui vienne se battre. Chacun d'entre nous doit, comme on dit chez vous, naître de nouveau. Vous êtes dans une église éveillée. Évidemment. Moi, je n'y suis pas. Mais il faut donc qu'on naisse de nouveau, que chacun se nettoie avant de chercher à nettoyer autrui. Et peut-être qu'on sera tous propres à la fin de la transition. Merci. C'est moi.